La deuxième capsule, elle concerne le deuxième chapitre, ou le premier chapitre, si on suppose la première capsule est introductive, qui concerne les théories d'organisation. Premièrement, les théories d'organisation, ils ont pour but de rassembler les connaissances acquises sur le fonctionnement des organisations, de comprendre le fonctionnement des organisations et de réfléchir sur la manière dont il convient de les diriger. Donc, les théories de l'organisation, c'est un ensemble de travaux, de théories sur les organisations. Elles comprennent des écoles, des théories qui regroupent un ensemble d'auteurs travaillant sur les organisations et bien sûr ayant un ensemble de points communs pour bien sûr appartenir à telle ou telle théorie. Nous allons commencer au niveau de ce chapitre par la présentation de ce qu'on appelle l'école classique, l'école scientifique du travail. Donc cette école concerne les premiers auteurs qui au début du siècle ont posé les bases des sciences des organisations, de l'américain Taylor, le français Fayol et l'allemand Max Weber. En général, ces auteurs considèrent l'organisation comme un système entièrement rationnel. L'entreprise a des objectifs nets et simples à définir. De même, ils ont tous en commun la croyance en l'existence de principes de la bonne gestion, ce qu'on appelle le one best way. Donc, tous ces auteurs-là, normalement, ils admettent les hypothèses de l'école économique classique et ils ont en plus la croyance que il n'y a pas les méthodes ou des méthodes adaptées à chaque contexte, mais chaque auteur, il avait la croyance, l'ultime croyance, qu'il n'y avait qu'une seule méthode, une seule méthode qu'il appelait le one best way, et c'était la méthode, bien sûr, que l'auteur, il proposait. Alors, pour pouvoir comprendre l'école classique, il faut comprendre le contexte dans lequel elle a émergé. Alors, c'est un contexte américain parce qu'en général, au départ, quand on a commencé à étudier, on avait commencé par le travail de Taylor aux États-Unis, mais c'est vrai qu'un certain nombre de caractéristiques, ils étaient communs à d'autres pays, bien sûr, européens. Donc, la première des choses, c'est qu'on avait une succession des innovations, c'est-à-dire que la période était caractérisée par un progrès technique et par une succession des innovations comme les chemins de fer, comme les télécommunications, etc. Et ça a expliqué la place que jouaient les ingénieurs à l'époque. À cette époque-là, c'était les ingénieurs d'ailleurs qui dirigeaient les entreprises et qui avaient bien sûr le management des entreprises entre leurs mains. Alors à cette époque aussi, on avait assisté à une augmentation de la taille des entreprises et donc des capitaux aussi nécessaires pour la création de ces entreprises et des équipements et des effectifs, bien sûr. Cette augmentation de la taille des entreprises, elle est justifiée par un contexte d'exode rural et d'urbanisation. L'exode rural, c'est-à-dire qu'on avait une grande partie de la population rurale qui se dirigeait vers la ville, ce qui a permis de créer de grandes villes. Et bien sûr, ce phénomène d'urbanisation, il va créer une demande de plus en plus importante dans le domaine des produits standardisés. Alors, tout cela, comme on va le voir, tous ces caractéristiques-là, ils vont nous permettre de comprendre les apports des principaux auteurs de l'école classique. D'ailleurs, comme on le voit là dans la diapositive, en fait, on voit que au niveau de la période, que ce soit Taylor, Ford, Fayol et Weber, ils ont vécu à peu près dans la même période. Donc, ils ont vécu la même problématique, à savoir
un phénomène d'urbanisation, donc une demande de plus en plus importante, donc une consommation de masse, donc une nécessité de production de masse, donc une problématique des entreprises qui était axée sur la productivité et comment améliorer la productivité des entreprises. Alors, on nous dit que l'école classique, c'est une école, comme je viens de l'expliquer, qui reposait sur les hypothèses ou les postulats de l'analyse classique. C'est-à-dire l'entreprise n'est qu'un lieu de production, une boîte noire combinant travail et capital. C'est-à-dire que l'entreprise, elle était représentée par l'entrepreneur qui était considéré comme un agent rationnel et qu'elle poursuivait comme objectif l'amélioration des profits et donc les stratégies de développement, elles reposaient sur des calculs bien sûr d'optimisation. Alors, pour pouvoir comprendre l'école classique, il faut comprendre le travail par exemple de Taylor. Taylor ou la vie de Taylor. Taylor qui n'avait pas pu bien sûr suivre ses études pour des problèmes de santé, de vue plus précisément, qui a dû aller travailler dans une entreprise en tant qu'ouvrier. Par la suite, il a pu poursuivre ses études en cours de soir et obtenir son diplôme d'ingénieur. Donc, Taylor avait la spécificité en étant ingénieur d'avoir une expérience en tant qu'ouvrier dans un atelier de production. Donc, de son expérience en tant qu'ouvrier, il avait gardé un certain nombre de constats et d'observations. Donc, pour Taylor, le premier constat, c'est que les individus sont par nature paresseux, qu'ils n'aiment pas le travail et qu'ils aiment que le salaire. Donc, à travers déjà ce premier constat concernant la situation des individus et leur aversion au travail, il a conclu que les individus doivent être contrôlés et supervisés de façon rigoureuse, leurs activités doivent être définies de façon rigoureuse et puis, bien sûr, on doit procéder à un salaire au rendement puisque les ouvriers, au fait, étaient motivés par le salaire. Pour Taylor, cette méthode qu'il considère comme le one best way, c'est-à-dire la méthode universelle, cette méthode, elle permet un équilibre au sein de l'organisation parce qu'il ne va pas y avoir de conflit entre les individus et les ouvriers et la direction et l'entreprise sera en situation d'équilibre. Alors Taylor, il avait pensé à une méthode scientifique qui consistait ou qui se basait sur 3 principes. La première, c'est l'étude scientifique de travail. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de commencer par étudier. Je vais aller dans une diapositive pour expliquer, de commencer par une analyse scientifique qui consistait à faire une étude scientifique du travail basée sur une analyse du processus de production et de sa décomposition en un ensemble de tâches et de gestes et de mouvements. La deuxième étape de l'étude, elle consistait à chronométrer le temps nécessaire pour chaque tâche et à partir de ce chronométrage, on définit le temps alloué pour chaque mouvement ou geste et on définit un rendement optimal. Et sur la base de ce rendement, bien sûr, on va calculer la productivité et calculer la rémunération, bien sûr, des ouvriers sur la base, calculer la rémunération des ouvriers, bien sûr, sur la base de leur rendement. Alors, Taylor, donc, il avait préconisé que pour pouvoir, bien sûr, faire ce travail-là, il y avait un certain nombre de choses à faire. Donc, je reviens à la diapositive. Il fallait recruter et former les ouvriers. Recruter les ouvriers sur la base des éléments
physique, puisque à l'ouvrier, on avait enlevé la notion de métier, puisque c'était devenu quelqu'un qui devait juste exécuter des tâches et des gestes élémentaires. Et donc, ces ouvriers, on devait les former pour qu'ils puissent atteindre le rendement optimal et les objectifs de productivité de l'organisation. Et bien sûr, pour Taylor, il avait préconisé une séparation de la conception et de l'exécution. Bien sûr, les ingénieurs, ils s'occupaient de ce travail d'étude des process, de la définition du rendement, du temps alloué à chaque tâche, etc. Donc la conception, et les ouvriers, ils ont un travail mécanique qui consistait à exécuter un certain nombre de tâches élémentaires. Donc cette méthode, elle se basait sur la sélection rigoureuse des travailleurs pour les postes, une division horizontale qui consistait à diviser le travail en gestes et tâches élémentaires, et une division verticale qui consiste à charger les ingénieurs de la conception et les ouvriers, bien sûr, de l'exécution. Donc, cette méthode, bien sûr, pour l'exercer, on se basait sur l'observation et le chronométrage des activités. Alors, dans son ouvrage, Taylor, il avait donné l'exemple de l'histoire du petit Hollandais, parce que Taylor, après avoir fait ses preuves et après que sa méthode a été, si vous voulez, a été bien connue, il avait ouvert un bureau d'études et les entreprises faisaient appel à lui pour mettre en place, si vous voulez, cette méthode scientifique de travail. Donc, dans cette histoire, il expliquait que, par exemple, dans une entreprise, après l'étude, on avait constaté qu'un chargeur, il devait manutentionner entre 47 et 48, alors que les ouvriers ne faisaient que normalement que 12 tonnes et demie par jour. Donc, ils ont essayé de recruter, bien sûr, la définition du rendement de 47 tonnes, il a été fait après l'étude scientifique du process, la décomposition du process en tâches, le chronométrage et la définition, bien sûr, du rendement optimal. Par la suite, on a recruté un émigré hollandais, au fait, qui était fort physiquement, qui a accepté de faire ce travail. Et donc, on lui a donné un salaire plus important que les autres et on avait expliqué, et c'est comme ça qu'on a appliqué la méthode scientifique au début dans les usines, on expliquait aux autres, pour ceux qui voulaient avoir le même salaire, ils n'avaient qu'à atteindre, bien sûr, les mêmes résultats. Et plus en plus, donc, on avait des gens, bien sûr, qui se portaient volontaires parce que, comme on expliquait, les gens étaient intéressés par le salaire élevé qui correspondait, bien sûr, au rendement optimal de 47. Donc, par la suite, il faut expliquer que Taylor, il avait mis en place l'organisation scientifique de travail. Ford, par la suite, il avait repris la méthode et qu'il avait utilisée dans ses usines en rajoutant la notion de ce convoyeur. Donc, le convoyeur qui a pu mettre en place ce qu'on appelle le travail à la chaîne. Et donc, la méthode de Ford avait réussi à l'époque parce qu'il avait il avait donné en contrepartie un salaire qui était beaucoup plus élevé que ce que donnaient les entreprises à l'époque. Et donc, c'est lui qui a mis en place ce qu'on appelle le travail à la chaîne, qui a beaucoup été critiqué par la suite, bien sûr en appliquant la méthode de Taylor, à laquelle il a ajouté ce convoyeur ou cette chaîne, si vous voulez, qui pour lui avait l'avantage de réduire l'effort physique, mais bien sûr le rythme de travail était devenu un peu trop accéléré, bien sûr, par les travailleurs. Et c'est comme ça que des noms comme Taylor et Ford, bien sûr, ils sont rentrés dans l'histoire des théories de l'organisation et du management.